Donc, avec Daniela, ce soir, nous allons aborder la question du bonheur, du nouveau monde, et tu as quelques clés ici de ton expérience à nous délivrer. Alors, toi, tu es crudivore depuis 33 ans, conseil en alimentation, mais une expérience a plus particulièrement, je dirais, marqué ta vie en profondeur. C'est les constellations familiales desquelles tu es devenue animatrice pendant 17 ans. Alors, qu'est-ce que les constellations familiales et qu'est-ce que ça t'a permis dans ta vie et qu'est-ce que ça peut permettre dans la vie des gens, puisque tu dis que c'est une des fameuses trois clés. Oui, pour moi, peut-être la plus importante. J'ai écrit un livre, donc mes trois clés, où j'ai fait la synthèse de tout ce qui m'a d'abord permis de survivre. Et je n'imaginais pas que partant d'un état quand même difficile, douloureux, j'ai eu plein de galères dans ma vie, je n'imaginais pas que j'allais pouvoir vieillir aussi bien. Et je le dois vraiment à ce travail de compréhension que nous ne sommes pas des individus séparés des autres, avec nos problèmes individuels et nos stratégies personnelles, mais déjà ce regard large que la physique quantique cautionne, vraiment au niveau scientifique, nous sommes, j'ai perdu l'oreillette, mais je vais la retrouver, nous sommes déjà l'âme qui nous est transmise par notre mère, ça veut dire l'onde électromagnétique, parce que la matière, comme on l'a imaginé au temps de Newton, on est encore sur cette idée-là du monde, du vide rempli de planètes et d'étoiles, avec une médecine qui dépend de cette vision-là, c'est-à-dire un corps comme un assemblage d'organes, et une médecine catastrophique qui en découle, avec le spécialiste des yeux, du foie, et on a perdu de vue l'ensemble que nous sommes. Dans l'idée que nous sommes séparés des autres, on a installé des relations de prédation entre les individus et le monde. Le constat que je fais toujours avant de tout travail, c'est regarder voilà, la catastrophe que l'homme a créée, le monde actuel, vraiment, c'est inimaginable. J'ai 74 ans, vraiment, je ne croyais pas que l'éventualité d'une troisième guerre mondiale puisse comme ça se reproposer. Et bon, on en est là. Donc, moi, je parle de physique quantique pour élargir ce regard, mais l'Allemand qui a créé ce travail, qui m'a donc nourri vraiment et depuis une vingtaine d'années, lui, c'est avec les Zoulous en Afrique du Sud qu'il a reçu cette idée, enfin plus que l'idée, mais la certitude que nous ne sommes pas séparés des autres ni des morts. L'onde de vie qui nous est transmise par notre mère et notre père, elle n'est pas vierge à notre naissance. Une onde, je fais le geste, je ne sais pas si on va le voir, peut être comme ça ou comme ça. Il y a une amplitude différente, une portée. On peut imaginer la famille Dupont, la famille Durand. Hein. Il y a un laboratoire suisse, il y a 2-3 ans, qui parle vraiment de marqueurs dans le sang des traumatismes sur plusieurs générations. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'on ne remet pas en question. Et en France, cette culture où on constate que ce qui a été traumatisant derrière nous est déterminant dans toute notre vie. Le choix du métier, le choix des partenaires,
la vie et la mort, les accidents, rien n'est dû au hasard. Et c'est un peu Anne Ancelin Schustin-Berger qui, avec Aïe mes aïeux, a quand même contribué beaucoup à diffuser cette certitude avec les exemples terribles dont elle parle dans le livre. Je dis terrible parce que quand on reçoit ça comme ça fait peur. Un jeune Marc de 32 ans qui, un mois de juillet, oublie d'attacher son parapente, qui se fracasse les jambes, et en travaillant avec lui, elle trouve que son père, à 32 ans, un mois de juillet, prisonnier des Allemands, avait oublié d'accrocher un grand chaudron qui lui avait fracassé les jambes. Vu comme ça fait peur, parce que ça a l'air de cautionner aussi cette idée que les malheurs du passé qui se répètent seraient comme des malédictions. Dans la Bible, on dit, Ézéchiel, je crois 27, enfin je ne sais plus avec quelle précision, les parents ont mangé du raisin vert et les enfants en ont eu les dents agacées. C'est-à-dire l'idée donc judéo-chrétienne depuis 2000 ans est que on répète du malheur comme une malédiction. Vu comme ça, c'est pas joyeux. Et je dis souvent aux gens qui viennent dans mes groupes, je ne vous aurais pas enfermé toute une journée si c'était pour rester sur ce constat. Là où les constellations sont géniales, et c'est une vraie révolution dans la thérapie, dans comment je vais sortir de mes galères. C'est que Bert Hellinger, donc, qui a vécu 16 ans en Afrique du Sud avec les Zoulous, après, il a quitté le sacerdoce parce qu'il a été prêtre pendant 40 ans. Et pour vivre, il l'a quitté parce que justement, il ne voulait plus, il n'acceptait plus le côté étriqué du bien, du mal, de l'enfer, du paradis. Récemment, même le pape François a dit l'enfer, le paradis, c'est pas comme on l'a imaginé jusque-là. Et c'est ça la vraie révolution. Donc, que le bien, le mal, comme on l'imagine, stop. C'est vraiment tout ce monde qui vient de là. Et donc, après Bert Hellinger, pour vivre, quand il a quitté l'Église, c'était les années 60, le début des premières thérapies familiales. Et il s'est rendu compte que lorsqu'on réunissait toute une famille autour d'un enfant schizophrène, par exemple, on prenait vraiment conscience de comment cet enfant n'était que comme l'aiguille d'une boussole qui montre une souffrance beaucoup plus collective. Et il avait aussi pris conscience de comment, si l'enfant allait mieux, c'est quelqu'un d'autre du système qui prenait quelque chose. Donc la famille, vraiment comme un système de vase communicant, ça a été l'image qu'il a utilisée à cette époque. Et aujourd'hui, on sait que chaque atome qui nous compose est relié à tout l'univers, que si nous transformons quelque chose de ce que nous sommes, l'univers s'enrichit en a l'information. Donc aujourd'hui, c'est des évidences. Mais voilà, lui a commencé il y a une 50aine d'années et il nous a offert vraiment, moi je dis, une merveille de compréhension de ce que nous sommes, parce que ça permet aux gens qui sont donc, qui souffrent, qui sont en quête de qu'est-ce qui va m'aider, et les gens attendent au départ simplement une amélioration, c'est-à-dire d'aller mieux. Et avec ce travail, on les embarque dans la sagesse garantie, dans
vraiment un aboutissement spirituel, quoi. Alors, je ne sais pas si tu as des questions, si moi je peux parler longtemps. Qu'est-ce que c'est très exactement? Qu'est-ce que c'est une constellation? En fait, voilà. Donc, voilà, c'est un travail de groupe, c'est un travail collectif où on part de la difficulté de la personne, de tout ordre. Quelqu'un qui n'arrive pas à vendre sa maison ou quelqu'un qui a des mauvaises relations avec des enfants, son partenaire, quelqu'un qui a du mal dans sa vie professionnelle, quelle que soit la difficulté. Quelqu'un qui a un rapport un petit peu déséquilibré à la nourriture. Attends, j'ai pas compris que. Quelqu'un qui a une difficulté par rapport à la nourriture. Ah oui. Les désordres alimentaires, si c'est ça dont tu veux parler, avec Ellinger, c'est très précis. C'est la relation au père. Parce qu'Ellinger, donc en 50 ans, nous donne une compréhension simple. Chaque histoire est différente et unique, on est d'accord. Donc les gens qui viennent dans des groupes, souvent, ils n'aiment pas trop parce qu'ils préféreraient une séance individuelle où ils ont la garantie qu'on va regarder leur histoire et leurs problématiques. Le groupe, au contraire, en constellation, nous montre comment, dans chaque histoire différente, la façon dont les dynamiques transgénérationnelles se transmettent est la même pour tous. Et on regarde des choses très simples dans chaque histoire. Donc, sans connaître les détails, vous voyez, c'est surprenant. La personne qui a une difficulté, on lui demande de l'exprimer, même pas en 3 phrases, mais en une phrase. 3 mots, si elle y arrive, c'est la garantie qu'on est bien dans le sujet. Quelqu'un qui a besoin d'expliquer sa difficulté, on dit que justement qu'elle est autour du problème, mais elle n'est pas vraiment centrée sur le nœud du problème. Donc, on préfère, pour travailler, prendre des gens qui sont centrés sur leurs difficultés. Et c'est pour ça, dans les groupes, on ne garantit pas à tout le monde de faire sa constellation. Mais je garantis que tout le monde travaille. Et je dis aux gens, quand ils ne me connaissent pas, il y a une participation, mais le soir, à la fin de la journée, si vous n'êtes pas content, je vous rends votre participation. Pour que les gens viennent tranquilles, parce que les groupes, le minimum, c'est 12-15 personnes. C'est le minimum pour faire ce travail. Pour avoir cette dimension collective qui après, je ne sais pas, donc si tu veux que je l'explique, les champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake, qui a pu nommer ce qui se passe au niveau énergétique, comment se fait-il que les personnes, donc on choisit des personnes pour représenter des personnages de notre famille centraux par rapport à la problématique, et ça c'est le constellateur qui décide, qui dit selon la difficulté, choisis quelqu'un pour toi, quelqu'un pour ta mère, ton père, un frère, et les gens qui sont choisis. Juste pour être clair, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que c'est qu'une constellation, est-ce que tu peux déjà dire de façon assez générale en quoi ça consiste et après aller un peu plus dans les détails? Oui. Donc, un groupe, on se réunit, quelqu'un est choisi par le constellateur pour exposer sa difficulté très succinctement en quelques mots. Et à partir de là, on lui demande de choisir dans le groupe, en cercle, des personnes pour représenter des gens de sa famille. Et la chose étonnante, magique, miraculeuse, c'est que jamais les gens qui sont choisis, qui après doivent exprimer ce qu'ils ressentent dans ce personnage,
il y a toujours quelque chose qui se passe. Vous voyez, quelqu'un est mis dans le cercle à une certaine place, près du bord ou au centre, il se passe toujours quelque chose qui, même si au départ on ne voit pas où ça peut aller, c'est toujours après cohérent et ça permet d'avoir une image de ce qui, dans l'invisible, dans l'inconscient familial, je ne sais pas comment on peut le définir avec un langage psychologique, ça serait, ou jungien, ça serait l'inconscient familial, mais on parle que l'âme, enfin l'énergie qui compose chaque individu, elle est collective. Et donc, En fait, toutes les personnes qui sont choisies pour représenter des personnages de la famille ne sont jamais choisies par hasard, ça correspond tout voilà. dans leur propre histoire. Et ensuite, va se jouer sur scène la problématique du constellateur, celui qui fait sa constellation. Voilà. Et jamais j'étais en train de dire, on voit quelqu'un qui dit, mais non, ces gens se comportent pas du tout, c'est pas ma famille, c'est ahurissant comme ce qui se dégage est toujours en cohérence avec l'histoire familiale qu'on n'a pas évoquée, qu'on ne connaît même pas. Mais la personne dont c'est l'histoire est touchée et ceux qui se montrent d'une constellation qui n'est pas du théâtre comme ça pourrait sembler. Madame Ancelin, Chaustin-Berger, utilisait au niveau thérapie des outils plus classiques, les psychodrames. À mes yeux, ça n'a rien à voir. Et en 2006, j'ai invité un congrès donc à Lyon au Berthellinger. C'est la dernière fois où il est venu en France. Et j'aurais aimé avoir aussi Madame Ancelin. C'était un congrès justement sur le transgénérationnel qui commençait vraiment à être connu par tout le monde. Et Madame Ancelin m'avait dit au téléphone, ah non, s'il y a ce monsieur Berthellinger, je ne viens pas. Je dis, mais pourquoi? Ah, parce que c'est un nazi, parce qu'il ne laisse pas parler les gens. Chez moi, dans mes groupes, les gens peuvent parler même 3 jours s'ils ont besoin. Et c'est toute la différence. Même si les gens ont l'impression que si on les laisse parler, ça va être mieux, qu'on va comprendre mieux leurs problèmes. Ellinger dit, si on laisse parler quelqu'un, il va essayer, il va nous donner la logique de sa difficulté. Comment on peut l'aider? On travaille à un niveau beaucoup plus profond. C'est-à-dire, on ouvre la conscience du groupe à des dimensions plus grandes. Les champs morphogénétiques, c'est l'explication qu'en a donnée Rupert Sheldrake. Est-ce que tu veux que je précise ça un peu? Moi, je connais parce que j'ai lu un Ouais. Mais voilà, et donc les informations arrivent sans qu'on ait besoin de savoir comment on doit faire. Et les gens choisis témoignent tout le temps, continuellement, de comment c'est en résonance avec leur propre histoire. Je m'appelle de la même façon. Moi aussi, j'ai eu un frère jumeau décédé. Donc, ce côté magique du travail. Du coup, tu ne sais pas ce que c'est que les champs morphogénétiques. Parce que les auditeurs, ils n'ont peut-être pas lu. Ah, voilà. Moi, j'avais envie d'en parler, mais je croyais que tu me disais que. Les auditeurs ne. Oui. Oui, Rupert Sheldrake était un biologiste anglais qui a commencé de façon très classique. Et un de ses premiers livres que moi je trouve vraiment mignon, adorable, c'est 7 expériences qui peuvent changer le monde, où il parlait comment dans ces laboratoires de recherche classiques, il y avait des choses que la science n'expliquait pas, n'arrivait pas à expliquer. Par exemple,
il dit en laboratoire, il permettait à des termites de construire leur cathédrale. Les termites font des grandes, comme des cathédrales de terre, de roche. Et en laboratoire, au moment où ça commençait à prendre une allure, il mettait une plaque de plomb au milieu. Et les termites, ça les dérangeait pas du tout, elles continuaient. Alors, il tournait même un des côtés, il le tournait dans l'autre sens pour que ça puisse pas se rejoindre. Et immédiatement, les termites reprenaient la bonne direction. Et il disait, la science n'explique pas où est le plan de l'architecte. Qui permet à ces termites de construire l'ensemble. Et c'est vraiment ça. Et il nous donne toutes les clés que la physique quantique aussi, depuis plus d'un siècle, nous a données et qu'on a intégrées dans nos portables, dans une certaine technologie, mais pas encore dans la réalité de nos vies. Et donc, oui, l'exemple de Rupert Sheldrake des termites. Attends, là, je suis le fil de deux, trois choses. Donc, je ne sais plus où je voulais aller. L'idée, c'était d'expliquer un petit peu le lien entre les champs morphogénétiques et les concepts. Voilà. Ah oui, voilà. C'est l'idée que la science matérialiste, newtonienne, cherche, par exemple, dans les molécules, dans l'ADN, où se trouvent les mémoires. Et l'ADN des singes ont très peu de différence avec l'ADN humain. Donc, il y a des choses auxquelles la science n'arrive pas à apporter une réponse. Alors que pour Rupert Sheldrake, l'ADN, c'est l'antenne qui capte un certain champ morphogénétique. Pour un animal, ça va être justement le champ de mémoire qui s'est constitué depuis le début de l'univers et depuis que cette espèce a eu des expériences. Et donc c'est comme, vous voyez, TF1, TF2, Canal+, la famille Dupont, la famille Durand. Donc voilà, l'idée, une constellation, c'est se mettre en condition d'ouverture pour accueillir ce qui a besoin d'être vu pour aller. Oui. En fait, les champs morphogénétiques, c'est vraiment de la théorie de la forme, c'est expliquer pourquoi les choses ont la forme qu'elles ont. L'idée, c'est que toutes les choses qui ont globalement la même forme sont reliées à un champ d'énergie. Oui. Même elle s'aime. C'est l'histoire du 100e singe, ça c'est quand même plus connu, tu en as entendu parler. Voilà, c'est comment, quand un certain nombre d'individus a une certaine pratique, les singes qui avaient les patates douces dans l'eau de mer au Japon dans les années 40 et qui étaient étudiés, observés, quand il y a eu un certain nombre de familles qui se sont mises à laver la patate douce dans l'eau de mer, sur toutes les îles alentours, et il n'y avait pas de singe qui à la nage avait été dire, voilà, ça vaut le coup de mettre les patates dans l'eau de mer, ça a le goût salé. Voilà, ils ne comprenaient pas comment aussi cet usage était intégré, quoi. Donc, ça, c'est le côté... Oui, pardon. Très intéressant dans cette théorie de la forme, c'est qu'en fait, ce qui est le plus difficile, c'est de créer une nouvelle forme. Mais une fois que la forme, c'est pour ça que c'est si difficile de créer une nouvelle voie. Ouais. Des nouvelles voies, c'est toujours un peu plus laborieux, mais une fois que c'est créé, eh bien, ça facilite la reliance avec les champs d'énergie qui vont pouvoir venir enrichir cette nouvelle forme, en fait. Oui. Et Linger, justement, explique comment, quand on comprend cette vision de l'univers, ça ne sert à rien
de s'opposer à quelque chose, d'être contre. Parce qu'au contraire, on va être contre, va nourrir exactement ce dont on voudrait se débarrasser. Et c'est ça la première révolution au niveau thérapeutique, c'est qu'on ne dit pas aux gens qui ont un problème, venez pour vous débarrasser de ce problème. L'art du constellateur, ça va être de leur montrer que leur problème est parfait par rapport à justement ceux dont ils ont reçu le poids, par rapport à toute la famille, et que le problème montre la solution quand on est capable de l'accueillir et de l'accueillir avec gratitude. Est-ce que finalement, est-ce que le problème en fait n'est pas seulement l'expression de la solution? Oui. Quand on a justement toute la connexion ouverte sous les yeux pour, je peux vous dire, il y a 2 jours, j'ai reçu une dame, ça c'était une séance individuelle, donc où je demande aux gens, pour moi c'est moins puissant que le travail de groupe de constellation, mais souvent ça permet quand même aux gens après d'intégrer quoi dans leur histoire. Et donc une dame qui m'avait un peu donné quelques informations sur sa famille, et son problème, c'était qu'elle avait beaucoup de difficultés avec sa fille qui venait de rater, disons, son mariage. 2 mois avant le mariage, le fiancé s'est retiré. Et donc, elle avait été larguée avant de se marier, triste et tout. Et qu'est-ce qu'elle me donne dans l'histoire familiale, mais claire, qu'une sœur d'une arrière-grand-mère s'était jetée dans un puits quelques mois après son mariage. Donc, la conclusion, c'est ta fille a trouvé l'homme parfait pour la larguer avant de se marier, parce que après, il n'y a que le puits, tu vois. Donc, bon, là, je le dis un peu de façon caricaturale, mais quand on peut voir comment le problème, pour Hellinger, est l'expression d'un amour aveugle. Aveugle parce qu'il répète du malheur. Et quand on met de la conscience dans justement ces transmissions, l'idée c'est que l'amour va nous porter dans toute sa force et c'est bien fait. Donc c'est passer de l'amour conscient qui nous rend malade à de l'amour aveugle qui nous rend malade à l'amour conscient qui guérit. Parce qu'en fait, les constellations, c'est un outil. Mais est-ce que observer véritablement, c'est de créer des mémoires émotionnelles, des nœuds? Oui, on regarde les traumatismes. Les choses bonnes, on les a héritées, évidemment, mais c'est ça qui fait que nous sommes là, vivants, en bonne santé. Les traumatismes, donc, sont ceux dont on voudrait se défaire, ceux qui déterminent nos galères. Et donc, je suis arrivée à ce travail à travers beaucoup de galères. Et je peux en parler très succinctement pour montrer comment, voilà, on peut, en vieillissant, dire c'était pas pour rien tout ça, même c'était vraiment ce qu'il me fallait. J'ai perdu ma mère à 1 an, donc j'étais orpheline de mère. Ma mère était, bon, peut-être pas nécessaire tous les détails, une Française qui avait épousé un Italien et qui avait été vivre en Italie du Sud dans les années 30. Et après, elle s'est retrouvée seule, loin de sa patrie, la guerre, la France était l'ennemi, mon père en Afrique, à la guerre, donc voilà, elle n'a pas survécu. Et j'ai été après élevée à Rome par une tante qui est morte soudainement dans un accident quand j'avais 9 ans. Donc moi,
J'ai survécu à cette douleur voilà, d'avoir vraiment manqué d'une référence, et mon père était âgé, il était rarement là, militaire, donc une enfance vide d'amour, difficile. Et évidemment, quand on vient d'une histoire comme ça, on attend tout du couple. Donc, j'avais mes grands-parents en France et je me suis mariée très jeune et je suis venue vivre en France. Et j'attendais deux parce que j'ai divorcé et je me suis remariée 3 fois. J'étais tenace dans attendre de l'homme qui allait partager ma vie, cet amour qui m'avait manqué tout le temps. Et je dis souvent, alors qu'à chaque divorce, je les aurais fusillés. Et vraiment, c'était ou les fusiller ou me suicider. Ça me ramenait à ce désespoir immense, quoi. Aujourd'hui, je dis merci à tous les trois. Parce que sans leur trahison, sans leur abandon, je n'aurais jamais pu prendre conscience de l'amour que je mendiais, quoi, du vide que j'étais. Et donc, pour rassurer tous les gens, j'ai vraiment l'embarras du choix dans quelle famille à Noël, je vais passer Noël. Voilà comment les pires catastrophes peuvent montrer, jalonner le chemin inévitable. Et là où après la vie est merveilleuse, c'est que quand on a appris à l'accueillir, le cadeau de la vie, c'est d'une joie constante. Voilà. Et c'est ça que j'aime transmettre. Donc ça c'est la première chose. Donc avec cet outil que sont les constellations, qui est un outil très puissant. Voilà, tout à l'heure, j'ai rajouté, parce que tu parles des champs morphogénétiques ou morphiques. Oui, ou morphique, ou morphogénétique, oui. Mais il y a aussi tout simplement la théorie de l'univers unifié de Nassim Haramein, qui prouve, chercheur en physique quantique, et il a prouvé que tout était connecté. Et tous reliés. Tu fais bouger une tête d'épingle d'un côté de l'univers, ça bouge de l'autre côté de l'univers. On est tous reliés dans la matière, c'est-à-dire que rien ne nous sépare. Rien. Oui, la matière, comme on l'imagine, elle n'existe pas. Nous sommes à 99,9% du vide, et la partie qu'on pourrait considérer matérielle, pour les 7 milliards d'individus que nous sommes, pourrait être contenue dans un petit poids. Nous sommes des ondes électromagnétiques, nous sommes de la lumière. Et dans cette théorie, en fait, ça vient expliquer effectivement pourquoi ces synchronicités, quand on vient choisir une personne qui va représenter notre histoire, mais c'est aussi, ça vient aussi nous interpeller sur attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit, parce que tout ce qu'on fait et ce qu'on dit, ça impacte totalement le monde dans lequel on vit. C'est après, justement, apprendre la confiance qu'il n'y a pas des choses mieux à dire que d'autres. Ce que nous sommes, c'est ce que nous avons pu être, ce qui nous a permis de survivre. C'est la confiance que de toute manière, il n'y a pas d'erreur, que chaque difficulté qui peut nous sembler mauvaise ou à éviter, c'est ce qui trace le chemin. C'est une marche d'escalier qui nous élève. Donc, c'est aussi ça le corollaire avec ce travail,
pas qu'il n'y a rien à faire, mais ce qui va nous aider vraiment, ce qui va nous enrichir, c'est pas apprendre une nouvelle technique, apprendre à diriger ma pensée d'une certaine façon, mais accueillir ce qui est et ce que je suis en lâchant tout ce qui résiste, qui a été la stratégie qui m'a permis de survivre. Donc, progresser dans ce travail veut dire se vider, veut dire revenir à sa nature authentique et souvent ce qui nous relie à l'être entier que je suis, c'est la douleur, la difficulté, c'est ça qui est resté connecté à la partie profonde. Et alors, juste, je voulais dire une chose, il y a quand même, c'est pas évident, il y a même beaucoup de constellateurs qui travaillent encore dans la vieille culture, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose pour aller mieux. Parce que Hellinger, il n'est pas venu souvent en France et depuis 2006, il ne revient pas. Il a créé une école en Italie que j'ai pu suivre et son travail s'est de plus en plus orienté vers la spiritualité. Il n'appelle plus d'ailleurs ce travail constellation familiale, mais science des relations. Parce que nous ne sommes pas des individus donc matériels, mais qui est la partie la plus réelle de ce que nous sommes est notre tissu relationnel et ce qui nous relie aux autres. Et quand si j'ai souffert avec une mère et un père vides, qui n'ont pas pu m'aimer, et que je reste dans le rejet et la protection, c'est ça qui va tisser tout mon tissu relationnel avec les autres. Et donc, le travail essentiel, c'est au pied des parents. C'est vraiment la base. Et les couples, enfin, tous les liens que nous pouvons avoir dans la vie sont déterminés par la relation au père et à la mère. Et tant qu'on les rejette, voilà, on va avoir énormément de mal à être au monde. Si tu voulais dire quelque chose? Oui, dit il n'y a jamais d'erreur. Alors, oui. Je suis OK dans la mesure où, de toute façon, la vie nous emmène toujours vers la vie. Oui. Et que, cependant, il y a des choix qui nous amènent à prendre des chemins laborieux et des choix qui nous amènent à prendre des chemins de joie. Voilà. Mais quand on prend conscience de ce qui en amont va déterminer mon choix, c'est jamais par hasard. Oui, jamais par hasard. Tu vois, cependant, après, une fois qu'on a pris conscience, je dirais, de la source, et qu'on met en place, on libère la mémoire et qu'on met en place de nouveaux comportements, de nouvelles pensées, on peut être à même de poser des choix qui nous amènent à plus de légèreté. Oui, mais tu vois, derrière ta petite objection, oui, je fais une parenthèse, je dis qu'est-ce que c'est agréable d'être interviewé par quelqu'un qui ne me suit totalement là-dedans. Souvent, j'ai beaucoup de résistance et je dois expliquer lourdement. Avec toi, vraiment, c'est génial. Et donc, derrière ton objection, il y a quand même l'idée, tu vois, qu'il y aurait un chemin meilleur que nôtre, que justement le bon choix nous évitera tu vois, alors que quel que soit le choix, en l'accueillant et avec confiance et gratitude envers la vie qui va me permettre de me heurter peut-être à de nouvelles difficultés, mais quand j'ai
j'ai appris, et là, ce qui me vient, c'est aussi peut-être de parler un peu de la deuxième clé qui, dans ma vie, m'a aidé beaucoup. Juste avant de passer à la deuxième clé, c'est que je suis d'accord quand tu dis que peu importe le choix, dans la mesure où on l'accueille, le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe dans un premier état de conscience, justement quand on est dans l'inconscience. Quand on est dans l'inconscience, on porte un fardeau et les choix sont lourds en fait. On pose des choix, on a les conséquences de son choix. Mais quand on commence à passer dans la conscience et qu'on lâche, là effectivement, on peut comprendre que l'important, c'est que quel que soit le choix que je fais, si j'accueille ce qui est apporté par la vie, pas de juger, quoi qu'il en soit. Oui, mais tu vois, c'est un travail, Ellinger dit, il faut le faire parfois avec dureté, sans compassion, évidemment, parce que la compassion, voilà, n'apporte pas le regard plus large. Compassion, si je pense que la personne ne va pas y arriver, c'est, tu vois, il n'y a pas de... C'est douter que quel que soit le chemin de quelqu'un, il n'est pas en train de suivre son destin. Et on ne force pas du tout les gens à faire des pas qu'ils ne sont pas prêts à faire. Quand dans un travail, quelqu'un dit ah non, non, mon père, jamais il m'a abusé, il était violent, alcoolique, je ne peux pas être dans la gratitude envers mon père, on accepte, on dit ok, c'est le pas que tu peux faire aujourd'hui. Et s'il y a des enfants, là, c'est plus facile de faire travailler quelqu'un parce qu'il va prendre conscience que tant qu'il refuse son père alcoolique et violent, le destin qu'il trace pour ses enfants, c'est qu'ils vont être drogués et violents et alcooliques. Alors, je l'ai mis mes petites oreillettes parce qu'on m'a fait signe qu'on ne m'entendait pas très bien. Oui, oui, tout à l'heure, je ne t'entendais pas vraiment bien. Ouais. D'accord, ok. Donc, je t'invite parce que le temps passe et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Quelle est la deuxième clé? Oui, alors juste, tu m'excuses parce que là, on vient d'aborder quelque chose, tu vois, comment les choses se transmettent d'une génération à l'autre. Juste peut-être d'achever là-dessus et après, oui. Tu vois, pourquoi l'enfant d'un bourreau va se comporter en victime et les enfants des victimes peuvent se comporter en bourreau. C'est ça qui se passe. Par amour aveugle et par une loi qui est l'équilibre entre donner et recevoir, on comprend pourquoi des familles comme les Kennedy ou Agnelli en Italie, tu as les grandes familles riches qui ont créé des dynasties puissantes, ont souvent des tragédies au niveau familial. Hein. Les Kennedy, il y a plus de 10 jeunes qui sont morts très jeunes. Et c'est quand on intègre vraiment que nous ne sommes pas des individus isolés et séparés, ni des autres, ni des morts, parce que la mort, c'est dans ce qui nous semble être notre réalité tridimensionnelle, mais rien ne naît, rien ne meurt dans le multivers auquel nous appartenons. Et donc, oui, je peux donner l'exemple, je sais pas, Romy Schneider, tu vois, quelqu'un qui était célèbre, très jeune, et qui était fille d'une grande actrice allemande, proche d'Hitler. Et à l'adolescence, pourquoi Romy Schneider a choisi de décevoir sa mère, qui ne le lui a jamais pardonné, de quitter l'Allemagne, de venir en France, qui était le pays envahi, et où elle a recréé une carrière, mais ça n'a pas été facile, pas tout de suite. Et puis on sait la fin de l'histoire. Elle a eu un fils qui est mort très jeune, et sa vie s'est terminée comme ça, quoi. C'est quand on regarde
fille d'une Allemande un peu proche des bourreaux, les innocents, les derniers, les enfants, les petits-enfants, sont prêts à donner leur vie pour équilibrer ce qui a été pris sans conscience. Donc, pour les Kennedy, je ne sais pas combien de gens sont morts en creusant des puits de pétrole ou combien de familles se sont appauvries à la bourse. Donc, quand on voit que si je ne prends pas mon père dans mon cœur, en tant que père, ça ne veut pas dire que j'approuve l'homme alcoolique et violent qui a empoisonné mon enfance, mais je reconnais simplement que sans le gène qu'il m'a transmis, je ne serais pas là. Donc, je laisse à mon père la responsabilité de ses actions, lui en paiera les conséquences, mais j'accueille mon père. Et ça, c'est très libérateur pour mes enfants, pour les petits-enfants. C'est vraiment un travail de tri et de discernement. C'est-à-dire, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà, voilà. Et après, ce qui se passe dans ce travail, c'est vraiment une finesse de ressenti où on perçoit la souffrance de l'âme de la personne qui vient, et sans la laisser parler longtemps, on lui montre là où elle a à lâcher une résistance, un rejet. Et pour terminer sur les constellations, Ellinger dit « toute difficulté naît de quelque chose qui a été séparé. Et la guérison est toujours quand ça peut se réunir. » Et oui. L'unité, l'unification. Voilà, voilà. Et je constate sur moi le bien que ça me fait. Par exemple, une anecdote qui peut faire comprendre après comment ça se traduit dans la vie des gens. Pas récemment, il y a quelques années, j'étais à un mariage assez, tu vois, important en Suisse, et je me trouve à table avec un monsieur et je lui demande « Vous faites quoi dans la vie ?» Il me dit « Je déforeste l'Amazonie. » Tu vois, donc moi, bon, il y a 30 ans, j'ai créé le MLF à Lyon, on a fait les premières réunions. J'étais vraiment militante, agressive, je viens vraiment de loin. Alors, le premier réflexe, je déforeste l'Amazonie. J'ai eu l'image d'un film abominable où on voit des orang-outans avec toute la forêt brûlée pour l'huile de palme. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Et vraiment un orang-outan qu'on essaye de nourrir, on essaye de l'aider à reprendre, et il se laisse mourir en 2-3 jours. Et dans le regard de cet orang-outan, on voyait vraiment la folie des hommes, quoi. Donc, avec ça, le premier réflexe, je me lève, je lui crache à la figure. Et après, attends, non, constellation, ça veut dire qu'il n'y a pas de gentil et de méchant, qu'il n'y a pas le bien et le mal, que dans ce qui est, chaque chose se fait comme elle peut. Et j'ai discuté avec lui longtemps d'ailleurs, et la conclusion, j'ai beaucoup de respect maintenant pour cet homme qui, à sa manière, m'a donné conscience qu'il cherchait la même chose que moi. Pour un homme, souvent, l'argent, ça veut dire être aimé, quoi, si on a été mendiant d'amour dans son enfance. Et la philosophie, le but de ce travail est vraiment de regarder chaque humain comme son égal. Et Ellinger dit, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que d'être l'égal de tous? Et là, il y a du travail jusqu'au dernier souffle de sa vie. Mais c'est un travail, voilà, magnifique. C'est toute cette question de se sentir humain, c'est-à-dire relier et communier les uns avec les autres. Voilà, voilà. Et donc après, c'est un immense amour qui nourrit
chaque instant et chaque relation. Et moi, je dis, j'ai tout raté de ma vie. Je vis seule. J'ai raté beaucoup de choses, mais j'imaginais pas que ça pouvait être dans un bonheur. C'est très beau tout ce que tu dis, mais là, il faut passer à la deuxième clé. D'accord, d'accord. Donc oui, pour moi, dans l'ordre, alors je vais le dire succinctement parce qu'on a jusqu'à quelle heure, excuse-moi. Bah, normalement, c'est 1 heure, on pourra dépasser un petit peu. Mais d'accord. Tu vois, je ne savais pas poser la question. Donc, rapidement, dans mes 3 divorces sénégalais, la première clé qui m'a aidé vraiment à survivre, ça a été de changer de régime alimentaire et j'étais devenue crudivore. Et ça a été un bienfait incroyable, extraordinaire. Ça m'a marginalisé, sûrement tout ce qu'on dit, mais je regrette pas et je continue parce que j'imagine moi qui étais faible, fragile, toujours malade jusqu'à 40 ans. J'imaginais pas, je suis jamais malade, je peux voyager des nuits entières et le lendemain animer des groupes de gens sans jamais être fatigué. Donc l'alimentation, la nourriture. Cru veut dire dans le respect de ce qui a été créé sans transformation. Et le fil conducteur de ces 3 clés, c'est comprendre la manipulation que l'homme apporte. Déjà, comment la cuisine est une manipulation qui nous a piégés. Et la deuxième, donc, c'est comprendre l'intelligence de la maladie. Comment, dont le corollaire a été après ce que j'ai dit pour les constellations familiales, qu'il n'y a pas d'erreur, que chaque difficulté est bonne. Et c'est avec le docteur Amer, il y a bien depuis les années 88-89, que j'étais témoin d'une guérison extraordinaire d'un ami, fils d'un grand médecin lyonnais, qui s'était réveillé un jour avec 8 kilos de liposarcome dans le ventre. Et la médecine ne pouvait rien faire pour lui. On lui avait déjà préparé la morphine. Et j'ai été témoin de comment, avec la lecture d'un scanner, le docteur Amer, en 10 minutes, a exposé la vie de ce garçon et nous a dit « Il est guéri, vous inquiétez pas ». Et en quelques mois, on a vu des kilos de tumeurs disparaître. C'était dans le ventre. En quelques mois, il a oublié qu'il était malade. Et donc, à partir de là, pour moi, ça a été tellement spectaculaire que j'ai pas pu m'empêcher d'étudier ça. Ma vie, j'étais professeur d'italien, donc au niveau alimentaire, j'avais cette sécurité. Et j'ai passé toute ma carrière à justement chercher des choses un peu marginales et alternatives, mais qui ont pris, dont j'ai vu tout le sens dans l'aboutissement, quoi, avec les constellations familiales. Et donc comprendre comment chaque symptôme est l'invitation à suivre le fil rouge de mon histoire. Je donne un exemple. Si je me réveille un matin avec mal à l'épaule droite, dans notre culture, le réflexe est une pommade pour faire partir la douleur, alors que quand j'ai cette compréhension que mon corps fonctionne très bien, même quand je suis malade, même quand quelque chose me fait mal. Et on a aujourd'hui quand même, les livres existent. Si vous allez sur mon site, la bibliographie, vous trouvez donc il y a vraiment des centaines d'ouvrages sur le décodage biologique, sur les compréhensions du docteur Amer. Donc, vous regardez épaule droite et là, vous avez une piste pour vous poser la question qui je n'arrive pas à serrer contre moi, qui je n'ai pas pu serrer contre moi. Et c'est peut-être parce que dans votre famille, le traumatisme a été la grand-mère qui a vu son fiancé partir à la guerre et qui n'est jamais revenu, qu'elle n'a pas pu embrasser. Et le bras gauche, c'est qui je ne peux pas tenir à distance.
voyez. Donc, chaque symptôme, je vous jure que depuis 30 ans, depuis que j'ai ces connaissances, je me réjouis quand quelque chose se manifeste dans mon corps en disant ah, mais qu'est-ce que je vais comprendre encore qui va me rendre encore. Donc c'est comme ça, j'ai eu un zona de l'œil qui est horrible, qui fait un mal horrible, ça il y a une quinzaine d'années, c'est le dernière maladie. Et ça a été merveilleux comme travail. Quoi. Merci pour le bras gauche, hein, parce que tu viens de donner du sens à un symptôme qui voilà, qui je n'arrive pas à tenir à distance et qui je ne... Et la partie droite, oui, c'est ce que je prends, la gauche, ce que je rejette. Oui. Ah, très intéressant. Pour les droitiers, les gauchers, ça peut être différent. Alors, tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très intéressant, je trouve, parce que quand tu dis, mais je suis devenue crudivore, mais peut-être que ça m'a un peu marginalisée, et puis après, tu as renchéri que tu avais choisi des voies alternatives, etc. Ouais. Mais finalement, pour faire le lien avec quelque chose que tu disais précédemment, c'est que est-ce qu'il ne faut pas accepter justement d'être différent, d'aller vers sa singularité, vers nos propres spécificités, hein, pour finalement se relier à la communauté, pouvoir communier et se sentir être l'égal de l'autre? Moi, je n'ai pas hésité, mais dis ça à ma sœur qui ne veut pas me voir à sa table depuis 35 ans. Tu vois, Noël, je suis interdite dans ma famille. Tu ne manges pas comme les autres. Bon, ok. Mais voilà, c'est là où j'ai vu la détermination qui était celle de ma vie, quoi, où je n'ai pas hésité, où j'ai pas du tout décidé il y a 30-40 ans que j'allais avoir une vie spéciale qui fait de moi quelqu'un. Les 3 clés sont quand même le premier pour le crudivorisme, Burgère a fait 15 ans de prison. Amer, n'en parlons pas, c'est le charlatan, rejeté de tous, enfin c'est le diable. Et Ellinger est très critiqué aussi, s'il n'est pas revenu. Amer, il a fait de la prison aussi. Hein? Amer, il a fait de la prison aussi. Amer, oui, il y a un an en France, un an en Allemagne, oui. Donc, tu vois, j'ai toujours choisi des choses qui ont été vraiment jugées mal par la société, mais même si j'essayais d'être discrète, mais j'ai jamais hésité. Et je vois, c'est ça le fil conducteur de ma vie, qui était un peu de dénoncer tout ce qui manipule, tu vois, au niveau alimentaire, au niveau médical, n'en parlons pas, hein. Et au niveau donc spirituel de l'âme, les mémoires qui manipule l'être merveilleux, le joyau merveilleux que nous avons choisi d'être sur Terre, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment retrouvé du sens dans tout ce que j'ai croisé dans ma vie, qui m'a aidée, et c'est ma façon d'aider le monde. Oui, tu parlais tout à l'heure, les champs morphogénétiques, on ne peut pas lutter, résister contre, mais la façon de faire grandir le monde, c'est de créer des champs nouveaux. Donc voilà, avec votre télévision, c'est super d'élargir, et quand il y a une puissance d'élévation, ce qui est vieux va tomber lui-même, comme l'électricité a été nouvelle par rapport à la bougie, quoi. Oui. C'est créer des champs nouveaux et arrêter de nourrir les champs anciens. Oui. Voilà, sans non plus lutter contre. Sans lutter, mais si on centre son énergie sur les nouveaux champs, on n'en a plus pour nourrir les anciens. Voilà. Donc c'est bien ce que j'essaye de vivre dans ma vie, et d'élargir l'influence que je peux avoir au niveau de mes groupes, parce que je constate quand même que la vie est bonne avec moi, parce que sans publicité, en étant marginale, depuis 17 ans, sans faire de pub, je travaille tous les week-ends, à part Noël et Pâques, et l'été où je
je me repose. Mhm. Donc voilà, et mon désir de parler grâce à votre radio, à vos télévisions, je suis Ouais. encore en radio libre, c'est peut-être, voilà, si des gens sont sensibles et dans cette quête, c'est ma joie de les accompagner. Ouais. Donc transmettre, c'est quelque chose qui est important pour toi. Voilà. Est-ce que je peux donner mon site pour que les... Bah, tout est écrit, mais on n'a pas encore terminé parce qu'en fait, j'ai pas bien compris, mais tu as donné la troisième clé? Donc, le cru, la médecine du docteur Hammer et les constellations familiales. D'accord, donc le décodage, c'est la troisième. Et, voilà, et la maladie, l'intelligence de la maladie a été le pas énorme pour comprendre qu'il n'y a pas de bien et de mal, que la maladie n'est pas mauvaise, que c'est l'aide que le corps nous donne pour traverser une résistance, une peur, quelque chose qui me bloque. C'est l'expression, c'est la solution. Voilà. C'est la solution. Et souvent, c'est aussi la maladie a du sens par rapport à l'histoire familiale. Si j'ai eu un grand-père qui a lutté toute sa vie pour, par rapport au puits de son champ qu'on voulait lui piquer, deuxième, troisième génération va faire des pathologies urinaires, le marquage de territoire. C'est aussi là où nos maladies, quand on les accueille, c'est une façon d'honorer nos ancêtres. Ok, donc toi, du haut de tes 74 ans, je le dis parce que tu l'as dit tout à l'heure, hein. Donc tu pratiques toujours et donc tu es sur Lyon, tu es voilà, c'est depuis ma retraite de l'enseignement, je fais que ça, je voyage et j'adore. Voilà, donc si j'ai bien compris, tu fais aussi bien des consultations individuelles que des constellations de groupe? Souvent, après quelques groupes. Je déconseille de commencer par des constellations individuelles, mais après 3, 4 groupes, oui, ça apporte vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas vu si on avait commencé par là, parce que ça reste quand même un travail plus classique, la constellation individuelle. C'est-à-dire un face à face, voilà. Ok. Donc, tout ça, ça se passe sur Lyon ou tu fais des choses partout en France? Ah non, partout. Oui, partout, on m'invite. Donc, en France, en Italie, en Belgique. Donc, il faut t'inviter. Hein? Il faut t'inviter. Voilà, oui, il faut qu'il y ait un potentiel d'une quinzaine de personnes. Ah, d'accord. Ouais, ça me donne des idées. Ah oui, moi, volontiers, hein, vraiment, je vais et je m'adapte, je dors même par terre sur un tapis, je suis facile à recevoir et je suis pas chère, je suis une des moins chères de constellatrices. Super. Ouais. Bon, donc du coup, voilà, donc toutes les coordonnées de Daniela, donc sous la vidéo, hein, voilà, c'est son lien, ses contacts, tout ça. Et donc là, on arrive à la fin, donc enfin, on a même dépassé. Donc, quel est le mot de la fin, Daniela? Ton mot de la fin? Vraiment, merci Maryse de représenter ce nouveau monde, quoi. C'est vraiment c'est quelle élévation dans ton interview, quoi. C'est voilà, on y est dans le nouveau monde. Merci, vraiment, merci. Merci. Eh bien, écoute, merci à toi. Ben voilà, donc je vais vous souhaiter une très très belle soirée à tous. Et puis désolée s'il y a eu des petits soucis de son. Au départ, quand j'ai mis mes oreillettes, il y avait des échos, donc du coup je les ai pas mis. Puis finalement, j'espère que ça n'aura pas été trop handicapant. Oui. Voilà. Et on n'a pas fait de questions-réponses, mais alors apparemment les auditeurs ont bu tes paroles parce qu'il n'y a pas eu de questions. Voilà. D'accord. Donc peut-être, certainement, on aura l'occasion de refaire le vite questions-réponses. Voilà. Et tout à fait. Merci. Eh bien, bonne soirée à toi, Daniela. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup.